Donc, voici le plan de ma présentation. Donc, tout d'abord, je vais vous décrire le rôle du diététicien dans la prise en charge de l'hypertension pulmonaire. Ensuite, je vous parlerai de deux points importants, principalement pour lutter contre les symptômes de rétention d'eau. Donc, c'est le sel et les apports hydriques. Donc, je détaillerai quelles sont les recommandations de consommation, les sources et des petits conseils pratiques. Ensuite, je vous décrirai dans les grandes lignes les conseils pour adopter une alimentation équilibrée dans le but de gérer des facteurs de risque cardiovasculaires qui peuvent être associés ou qui peuvent aussi aggraver une hypertension pulmonaire. Et je terminerai par un chapitre sur la problématique de la dénutrition qui peut survenir dans le décours de la maladie, principalement à des stades plus avancés. Et donc, je vous expliquerai comment déjà dépister cette dénutrition. Enfin, qu'est-ce que la dénutrition, comment la dépister, et des petites astuces pour adapter l'alimentation pour faciliter la prise alimentaire. Alors, tout d'abord, le rôle du diététicien, la prise en charge diététique, elle fait partie intégrante de la prise en charge globale du patient atteint d'hypertension pulmonaire. Et parmi les objectifs principaux, il y a tout d'abord de gérer les symptômes de congestion, donc l'essoufflement, la rétention d'eau, mais également de maintenir un état nutritionnel optimal ou corriger un état de dénutrition, et de prévenir ou corriger certains facteurs de risque cardiovasculaires modifiables par le mode de vie, donc à savoir un taux sanguin de cholestérol trop élevé ou une tension artérielle trop élevée, un diabète, surtout quand il est mal équilibré, ou encore un excès de poids. Et donc, au final, comme la prise en charge diététique aura pour objectif, on vise à améliorer la qualité de vie du patient, à améliorer le pronostic et à réduire la mortalité. Alors, en ce qui concerne le sel, eh bien, tout d'abord, quels sont les rôles du sel? Donc, plus précisément le sodium, qui est un sel minéral présent dans le sel à raison de 40%, eh bien, il joue plusieurs rôles déterminants dans l'organisme. Il va équilibrer les liquides de l'organisme, il va réguler la pression sanguine et le volume sanguin. Il a également un rôle important pour la fonction musculaire et notamment le muscle cardiaque. Il joue un rôle dans la transmission de l'influx nerveux. Et au niveau de l'industrie agroalimentaire, le sel est un allié précieux puisqu'il est utilisé comme exhausteur de goût et également comme agent de conservation. Alors oui, le sel est indispensable pour la santé, mais nos besoins sont relativement faibles et s'il est consommé en trop grande quantité, il aura des effets délétères qui sont avérés. Et parmi ces effets délétères, les plus importants, c'est qu'il aura comme effet une augmentation de la pression artérielle et c'est vraiment un effet linéaire. Donc plus la consommation de sel est importante, plus la pression artérielle va augmenter. Et cette augmentation de la pression artérielle peut entraîner des maladies cardiovasculaires, comme par exemple l'accident vasculaire cérébral ou encore l'infarctus du myocarde, pour les plus connus. Ça aura également comme conséquence d'augmenter le risque de maladies rénales. Le sel, lorsqu'il est consommé en trop grande quantité, augmente aussi le risque de cancer de l'estomac, la rétention d'eau également, il va aussi provoquer la rétention d'eau, et par une augmentation de l'élimination dans les urines du calcium, ça va augmenter le risque de lithiase urinaire et d'ostéoporose. Ah, vous n'aviez pas, désolé, j'ai bougé la slide. Vous l'aviez vu cette dia-là? Non, ce n'était que le slide avec le titre, le sel. Ok, je suis désolée, j'ai pas. Voilà, donc les rôles principaux que je viens de détailler, les effets délétères. Donc voilà, pour toutes ces raisons de risque sur la santé, différentes autorités sanitaires ont émis des recommandations en termes notamment de consommation de sel. Et pour la Belgique, c'est le Conseil supérieur de la santé
dont les dernières recommandations datent de 2016. Et au niveau mondial, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et cette recommandation, elle a été fixée à maximum 5 grammes de sel par jour. Pour ce qui est des recommandations en termes de prévention des maladies cardiovasculaires, là, c'est la Société européenne de cardiologie qui a émis ces recommandations. Les dernières en datent de 2021 et la limite de consommation pour le sel a été également fixée à 5 grammes. Pour la prise en charge de l'hypertension pulmonaire, mais également dans le cas de l'insuffisance cardiaque, la recommandation est toujours fixée à maximum 5 grammes de sel par jour. Donc, je vous ai mis un peu toutes ces recommandations différentes pour vous rendre compte que finalement, que ce soit pour la population générale, donc pour les personnes en bonne santé, mais également les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou en cas d'hypertension pulmonaire, ce qui nous préoccupe, cette limite est la même. On devrait tous limiter notre consommation à 5 grammes par jour. Alors, pour vous rendre compte de ce que représente 5 grammes par jour, tout d'abord, c'est important de savoir quelle est notre consommation moyenne de sel. Eh bien, il y a des études de consommation qui ont été réalisées. En Belgique, elle a été menée en 2015 et la consommation moyenne de sel a été estimée à 9,5 grammes. Et au niveau mondial, la dernière étude de consommation a rapporté une consommation moyenne de 10,78 grammes de sel. Donc, en conclusion, bien, on consomme en moyenne environ le double de ce qu'il est recommandé. Ici, je vous mets une petite notion théorique pour que vous puissiez convertir les milligrammes ou grammes de sodium en grammes de sel, ce qui est une notion quand même importante, que sur on parle parfois de sodium, qui est donc un des composants principaux du sel, et parfois on parle de sel. Donc pour s'y retrouver, c'est important de pouvoir faire la conversion. Donc le sel, c'est du chlorure de sodium, hein, son nom scientifique, son nom moléculaire, et le sodium, il est présent à raison de 40%, donc il y a 40 mg de sodium dans 1 gramme de sel. Donc pour le convertir en sel, il faut multiplier les grammes de sodium par 2,5. Donc je vous ai mis ici en titre d'exemple, donc 2000 mg de sodium, ça équivaut à 5 grammes de sel. Alors, à présent, quelles sont les sources de sel? Donc, tout d'abord, il existe du sodium à l'état naturel dans la plupart des aliments, mais à l'état brut, donc les aliments non transformés, mais cette quantité, elle est vraiment infime. Par contre, il y a une présence de sel en quantité nettement plus importante dans la plupart des denrées alimentaires préparées qu'on peut consommer quotidiennement, notamment dans le pain, dans les fromages, dans les charcuteries, dans les potages industriels, encore dans les bouillons, donc tout ce qui est plat préparé, également dans les snacks d'apéritif, les chips, les cacahuètes salées, les biscuits d'apéritif, et également dans certaines eaux, surtout les eaux minérales, enfin certaines eaux minérales pétillantes. Et aussi dans certains aliments dont on n'a pas toujours conscience, comme par exemple certaines céréales petit déjeuner ou certains biscuits. Alors cette quantité de sel que l'on dit cachée représente plus ou moins 75% de notre consommation de sel. Et à côté de ce sel caché, il y a aussi le sel visible, donc le sel que l'on rajoute via la salière, que ce soit lors de la préparation des repas, mais également à table, donc directement dans l'assiette. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui rajoutent du sel de manière quasi systématique et parfois même sans avoir goûté au préalable le plat. Et bon, évidemment, ça dépend d'une personne à l'autre, mais en moyenne, on considère que ce sel visible, le sel ajouté, il représente 25% de notre consommation de sel. Alors ce sel caché, on peut le retrouver dans pratiquement tous
toutes les familles alimentaires. Donc, je vous ai mis ici la pyramide alimentaire qui classe les aliments par famille, et j'ai entouré donc toutes les familles alimentaires où potentiellement on peut retrouver du sel, toutes les sources de sel. Donc, vous voyez que il est présent à chaque étage, à l'exception des fruits. Alors, comment s'y retrouver, comment pouvoir pister ce sel caché? Eh bien, en épluchant l'étiquetage, enfin, l'emballage des produits alimentaires que vous achetez dans le commerce. Tout d'abord, il y a un étiquetage nutritionnel sur toute denrée alimentaire préemballée. Ça répond à une obligation légale depuis 2016. Et sur cet étiquetage nutritionnel, vous allez retrouver, donc pour ce qui est obligatoire, la teneur en énergie, en matières grasses, dont les acides gras saturés, qui sont les mauvaises graisses, en glucides, dont les sucres, également les protéines, et le plus important ici, la quantité de sel qui est toujours exprimée en grammes pour 100 grammes de produit ou pour 100 millilitres. Parfois, c'est exprimé aussi par portion, mais cette déclaration, elle est optionnelle, donc ce n'est pas du tout une obligation, vous ne l'avez pas systématiquement. D'où l'importance, si vous n'avez pas cette déclaration par portion, il faut faire cette règle de 3 pour avoir vraiment conscience de la quantité réelle de sel qu'on consomme. Alors ici, à titre d'exemple, je vous ai repris quelques photos d'étiquetage nutritionnel de certaines denrées alimentaires qu'on peut trouver dans le commerce. Par exemple, je vais citer ici, je ne vais pas toutes les décrire, mais la lasagne bolognaise, donc je ne vais pas citer la marque, pour 100 grammes de lasagne, vous ingérez 0,8 grammes de sel. Alors ça peut paraître pas grand-chose, mais si vous rapportez cette quantité sur la portion, qui est en fait une portion individuelle de 400 grammes, il y a quand même 3,2 grammes de sel. Donc ça représente plus du double de la recommandation, enfin la limite de consommation. Comme autre exemple aussi intéressant, la pizza restaurant margherita, donc vraiment la pizza basique, si elle est consommée en entier, donc 295 grammes, il y a 3,2 grammes de sel qui sont ingérés. Comme autre exemple, je vous ai repris ici deux types de jambon pour vous montrer que un même type d'aliment ne va pas forcément contenir la même quantité de sel. Donc, quand vous achetez du jambon, c'est toujours important, un jambon ou un autre type d'aliment, toujours important de bien éplucher l'étiquetage parce que au sein d'une même marque ou enfin d'un même type de produit et même au sein d'une même marque, cette teneur peut être fort variable. Alors, comme exemple, je vous ai repris ici un jambon Erta. Vous voyez, il en existe le basique qui apporte 1,9 g de sel par 100 g, et donc 0,75 g par portion ou par tranche. Il y a un équivalent, mais à moins 25% de sel, où du coup, la quantité de sel sera assez réduite donc, de 25%. Et de ce fait-là, ce sera un produit vraiment de meilleur choix. Vous pourrez aussi retrouver sur l'emballage des denrées alimentaires, sur certains produits, parce que ce n'est pas encore une obligation légale, on espère qu'on y arrivera un jour, le Nutri-Score. Donc c'est vraiment un score nutritionnel qui donne qui peut donner une idée sur la qualité d'un aliment et donc conseiller le consommateur, inciter le consommateur à faire des choix plus sains en fonction notamment de la teneur en sel. Donc vous voyez que le jambon à l'os classique, il a un Nutri-Score D qui lui est attribué versus Nutri-Score B pour le jambon qui est à teneur réduite en sel. Donc ça, c'est purement lié à la teneur en sel du produit. Alors, comme autre information que vous pourrez retrouver sur l'emballage d'un aliment, c'est évidemment la liste des ingrédients. Donc, je vous ai établi ici une liste des mots qui indiquent la présence de sodium et donc de sel dans l'aliment. Je ne vais pas la lire en détail, mais par exemple, sel iodé, bicarbonate de sodium, tout ça vous indique qu'il y a
du sel dans la préparation de l'aliment. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que les aliments sont obligatoirement mentionnés par ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de la fabrication. Donc, à titre d'exemple, je vous ai mis ici la sauce soja. Vous voyez que le sel est cité en deuxième ingrédient, donc ça vous laisse supposer que c'est un aliment qui contient beaucoup de sel. Alors, comme dernière information que vous pourrez aussi retrouver sur un emballage alimentaire et qui fait référence à la teneur en sel d'un aliment, c'est l'allégation nutritionnelle. Donc, pour le sel, il en existe 4 différentes en fonction donc, de la teneur en sodium ou en sel résiduel dans l'aliment. Donc, vous avez l'allégation sans sel ou sans sodium, pauvre en sel ou pauvre en sodium, très pauvre en sel ou sodium et allégé en sodium ou en sel. Ou pour cette dernière, par exemple, c'est aussi ça répond aussi à une législation bien précise. Et pour l'allégation nutritionnelle allégée en sel ou teneur réduite en sel, il faut que la réduction en sel soit de minimum 25% par rapport aux produits similaires. Alors, à présent, je vais vous détailler point par point les conseils pratiques pour bien suivre cette recommandation donc de limiter votre consommation à maximum 5 grammes de sel par jour. Donc tout d'abord, étant donné que le sel caché représente la majeure partie de notre consommation de sel, eh bien, le plus important, ce sera de cuisiner un maximum soi-même à base d'aliments frais ou surgelés non préparés, donc aliments bruts, et évidemment d'éviter un maximum tout ce qui est aliments ultra transformés, les plats préparés, mais aussi par exemple les charcuteries, charcuteries fumées, séchées, voilà, tout ce qui est préparation industrielle, les potages en sachets, en bocaux, en tétrabriques, et aussi de comparer les teneurs en sel de produits similaires, donc comme je viens de vous l'expliquer, donc en épluchant bien les étiquetages. Éviter également les snacks salés, donc les chips, les biscuits d'apéritif, les cacahuètes salées, etc. Et de remplacer-les par exemple des noix, des amandes, des noisettes non salées, qui par ailleurs sont des aliments très intéressants puisqu'ils apportent beaucoup de nutriments protecteurs. Vous pouvez également les remplacer par des crudités avec une petite sauce faite maison comme du guacamole ou une sauce à base de fromage blanc ou de yaourt et d'herbes aromatiques. Alors, évitez aussi les sauces pour préparation culinaire qui contiennent beaucoup de sel. Donc, on a vu la sauce soja, mais également d'autres sauces asiatiques, la sauce huître, la sauce poisson ou encore la sauce anglaise, ainsi que d'autres sauces commerciales très salées. Par exemple, la moutarde, le pesto, bon, ils sont riches en sel. Maintenant, tout dépendra de la quantité que vous allez consommer. Si vous en mangez vraiment en toute petite quantité. Alors les fonds de viande, de volaille, de poisson, les bouillons de légumes sont aussi très riches en sel et sont à éviter. Et donc, il faudra vraiment essayer d'assaisonner les plats avec d'autres condiments non salés, comme les herbes aromatiques, des épices. Attention, parfois certains mélanges peuvent contenir du sel, donc toujours bien lire la liste des ingrédients qui composent ce mélange et s'assurer qu'il n'y ait pas de sel dans les ingrédients. L'ail aussi permet de relever le goût des préparations, les oignons, les jeunes oignons, les échalotes, le gingembre, le jus de citron, des vinaigres aromatisés, des huiles aromatisées, ou encore, maintenant on en trouve facilement dans toutes les grandes surfaces, des cubes bouillons qui sont tout à fait sans sel. Donc il y a par exemple, je vous ai mis ici en guise d'exemple le Knorr Zéro Salt qui est tout à fait sans sel. Dans certaines grandes surfaces, vous trouverez aussi le Jardin Bio qui est sans sel, et certains mélanges d'épices aussi comme Chao le sel, je vous ai mis ici aussi en image. Donc voilà, c'est tout des moyens de relever le goût des préparations sans apporter de sel. Alors, c'est aussi important quand vous cuisinez de privilégier des techniques de cuisson qui préservent le mieux le goût des aliments, qui dénaturent le moins possible, comme les cuissons à la vapeur, en papillote, les grillades, les rôtissages, plutôt qu'une simple cuisson à l'eau qui va perdre quand même pas mal de saveur.
Alors, pour ce qui est du choix des garnitures pour le pain, donc les fromages, les charcuteries, le poisson, bien privilégier ceux qui apportent jusqu'à 1,5 g de sel maximum par 100 g. Donc là, ça vous demandera un effort de lecture d'étiquetage. Préférez aussi, par exemple, des viandes froides tranchées finement, comme du roast beef, du rôti de porc, du blanc de poulet, plutôt que des charcuteries. Les œufs peuvent aussi être une source intéressante de protéines et accompagner le pain. Donc, il peut être consommé sous différentes formes, des œufs brouillés à la coque sur le plat, des œufs durs, mais donc toujours ça, sans sel ajouté. Attention aussi aux matières grasses tartinables, donc éviter le beurre salé ou d'autres matières grasses salées, privilégier le beurre doux, des beurres allégés sans sel ou margarine et minarine. Pour ce qui est des eaux pétillantes, puisque certaines peuvent aussi contenir pas mal de sodium, eh bien, ce sera important de effectuer un bon choix, de privilégier celles qui apportent moins de 50 mg de sodium par litre. Donc ça, c'est toujours aussi bien indiqué sur l'étiquetage. Donc je vous ai repris quelques exemples ici. Pour les moins salés, vous avez par exemple la Spa, la Bru, la Perrier et la San Pellegrino, donc qui apportent moins de 50 mg par litre. Et dans les plus salés, vous avez par exemple la Badois ou la Vichy Célestin, la Vichy Saint-Thior, qui elles sont vraiment très salées. Donc, par exemple, pour 1 litre de Vichy Célestin, vous avez 1172 mg de sodium, donc ce qui représente 3 g de sel par litre. Donc ça, c'est vraiment énorme. Alors attention aussi, une eau riche en sels minéraux n'est pas d'office riche en sodium. Donc à titre d'exemple, je vous ai mis là l'eau Épar, qui est une eau très riche notamment en calcium et en magnésium, mais par contre qui est très pauvre en sodium. Donc qui peut être intéressante, une source intéressante de magnésium ou de calcium tout en étant voilà, pauvre en sel. Alors, le pain, puisqu'il est aussi une source importante de sel, c'est important d'en limiter la consommation. Donc, vous ne devez pas manger du pain sans sel, comme on faisait avant dans des régimes plus stricts. On ne fait plus des régimes à 3 grammes de sel comme avant. Donc, le pain peut être normosodé, mais limitez votre consommation à 200 grammes par jour, c'est-à-dire 4 grandes tranches ou 6 petites tranches. Ça représente plus ou moins 2 grammes de sel en fonction du type de pain, entre 2 et 2,5 grammes de sel sur la journée. Certains pains aussi sont à teneur réduite en sel et on les trouve maintenant en grande surface, notamment au Carrefour, au Colruyt ou encore au Delhaize. Je vous ai pris ici une photo d'un emballage de pain que j'ai trouvé au Carrefour. Ce sont des pains qui ont été faits à base de sel de Posidonia, qui est un sel allégé en sodium, et par ce biais-là, on parvient à réduire la teneur en sel du pain. Alors, bien évidemment, des compromis peuvent être envisagés aussi au cas par cas. Donc, si vous êtes habitué à manger du pain sans sel et que vous appréciez ce pain-là, vous pouvez vous permettre du coup un petit peu plus de marge pour la garniture du pain ou bien d'ajouter un petit peu de sel lors de la préparation des repas ou à table. Alors attention aussi à certains médicaments qui peuvent contenir du sel caché. Je vous ai mis ici un médicament qui est très connu, c'est le Dafalgan Forte effervescent. Donc dans un comprimé effervescent, vous avez 1,4 g de sel. Donc ça représente plus ou moins 30% de l'apport journalier recommandé. Donc attention, bon, c'est pas le seul, mais c'est le plus couramment consommé. Donc, si vous avez besoin d'un antidouleur, prenez de préférence sous forme de comprimé et pas sous forme de cachet effervescent. Alors ici, je vous ai repris à titre d'information une infographie que je trouvais vraiment bien faite, qui a été réalisée et publiée par EFIC, qui est le Conseil de l'information et de l'alimentation en Europe, et qui classe les aliments par teneur en sel pour permettre aux consommateurs de bien interpréter cette teneur en sel retrouvée sur les emballages. Donc, vous avez les aliments bruts qui apportent moins de 0,3 g de sel, qui peuvent être consommés à volonté pour autant qu'ils soient sains. Donc, c'est vraiment le meilleur choix. Ensuite, les aliments qui peuvent être consommés quotidiennement mais en quantité limitée, parce qu'ils ont
teneur modérée en sel, entre 0,3 et 1,5 g de sel, et puis les aliments qui sont considérés comme trop riches en sel et qui doivent être évités ou limités dans la fréquence et dans la quantité. Ici, je vous ai repris quelques grammages de portions usuelles de sel, plus pour vous conscientiser et aussi pour vous aider à calculer vos apports en sel si vous en ajoutez un petit peu. Donc, par exemple, le petit sachet de sel qu'on peut retrouver au restaurant, c'est 0,7 g de sel. Une cuillère à café, ça représente 5 g de sel. La cuillère à soupe, donc plus ou moins bombée, 10 g de sel, et une pincée de sel, c'est environ 0,3 à 1 demi-gramme de sel en fonction de la pincée. Alors, vous pourrez trouver également en grande surface ou en pharmacie certains substituts de sel. Donc, par exemple, les aromates, donc il y a certains qui sont très salés, c'est du sel avec d'autres condiments comme les plus connus, je vous ai mis ici à titre d'exemple l'herbe amare ou l'aromate de Knorr. Donc là, l'ingrédient principal, c'est du sel, donc ça reste très salé, donc c'est pas du tout un substitut intéressant. Ensuite, il existe des condiments où le sel a été remplacé par du chlorure de potassium et dans lequel il y a aussi des aromates, et puis d'autre part des sels vraiment de potassium qu'on trouve principalement en pharmacie, le low salt ou le co-salt. Ce ne sont pas non plus des alternatives intéressantes parce que dans certaines situations, le potassium peut être dangereux, notamment dans les maladies rénales chroniques, donc lorsque vous souffrez d'insuffisance rénale ou avec certains médicaments, notamment prescrits pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, il peut y avoir une accumulation de potassium dans le sang et ça peut avoir des effets graves pour la santé. Ça peut donner des troubles du rythme cardiaque notamment. Et donc, rajouter du sel de potassium dans son alimentation, c'est pas du tout une bonne idée. Donc, mieux vaut se déshabituer du goût du sel, éviter d'avoir recours à ces alternatives et plutôt vraiment assaisonner avec des épices, des condiments non salés comme je viens de vous le décrire. Et il faut savoir aussi que l'organisme s'adapte à une diminution du sel. Considère qu'il faut généralement 3 semaines pour que les papilles gustatives s'adaptent à une diminution. Et donc, si nécessaire, il faut y aller par paliers, diminuer progressivement. Mais voilà, il faut tenir bon. Et la plupart des patients que j'ai suivis, à qui j'ai conseillé une alimentation pauvre en sel, me disent qu'au bout d'un certain moment, ils n'aiment plus le sel et ils redécouvrent aussi la saveur naturelle des aliments qui au départ étaient masqués par le sel. Alors, à présent, je vais vous parler des apports hydriques. Donc, deuxième point important pour limiter la rétention hydrosodée, donc qui est assez fréquente dans l'hypertension pulmonaire. Donc, de manière générale, les apports hydriques recommandés, ils sont fixés entre 1 et 2 litres par 24 heures. Donc, c'est une fourchette assez large et ce volume est adapté au cas par cas. Donc, de manière générale, on conseille, en cas d'absence de rétention d'eau et sans traitement diurétique, de limiter ces apports hydriques entre 1,5 litre et 2 litres par jour, par 24 heures. Et en cas de signe de rétention d'eau, donc s'il y a des œdèmes ou une prise de poids brutale qui est synonyme de rétention d'eau ou de traitement diurétique, il faut limiter davantage ces apports hydriques à entre 1 litre et 1,5 litre par jour, mais toujours demander conseil au médecin. Et dans certaines situations, cette restriction, elle doit être adaptée, elle doit être majorée. Donc, par exemple, en cas d'activité physique importante, donc s'il y a une transpiration importante, il y a des pertes d'eau par la transpiration, donc il faut compenser les pertes. Et dans d'autres situations particulières, comme en cas de forte chaleur, de canicule, ou en cas de fièvre, de diarrhée ou de vomissement, là, il faudra aussi majorer puisque il y aura des pertes importantes de liquide. Alors, qu'est-ce qu'on appelle liquide? Donc ça, c'est important de définir. Mais c'est tout aliment ou boisson qui est liquide à température ambiante. Donc, par exemple, l'eau, les jus de fruits, les boissons gazeuses, mais également les boissons chaudes, le café, le thé, les tisanes. La soupe également est à considérer comme un liquide. Les crèmes glacées, les glaces à l'eau, etc.
Par contre, l'eau apportée par les aliments, qu'ils soient solides, semi-solides comme les fruits, les légumes, les yaourts, les compotes, ne sont pas à prendre en compte. Alors, comme conseil, pour pouvoir limiter ces apports entre 1 litre et 2 litres selon les cas, eh bien, il faut boire lentement tout au long de la journée, par petites gorgées, de préférence utiliser des petits contenants pour pas vite atteindre le volume maximal recommandé. Je vous ai mis ici à titre d'exemple les quantités habituelles de différents contenants. Bien entendu, c'est variable d'un contenant à l'autre, donc le mieux, c'est de mesurer à la maison vos récipients que vous utilisez quotidiennement, votre tasse de café, votre mug de thé, votre bol de soupe, votre verre d'eau, et de noter dans un petit carnet le volume de chaque contenant, et également de noter pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, tout ce que vous buvez pour vous conscientiser et pour après apprendre à pouvoir gérer ce volume plus facilement. Alors, en cas de soif, comment on fait? Je vous ai mis des petites astuces ici. Par exemple, vous pouvez sucer un glaçon ou des petits fruits congelés, une pastille à la menthe ou à l'eucalyptus, éviter des aliments salés qui vont donner soif, mais ça, de toute façon, c'est important pour d'autres raisons. Humidifier l'air en cas d'air trop sec, ou éviter aussi l'exposition prolongée au soleil, par exemple durant l'été. Vous pouvez aussi utiliser un brumisateur d'eau pour vous rafraîchir le visage, ou même pour humidifier votre bouche sans apporter trop de liquide. Alors à présent, je vais vous parler donc des facteurs de risque cardiovasculaires liés au mode de vie, donc aussi appelés facteurs de risque modifiables, parce qu'ils peuvent être associés à l'hypertension pulmonaire, et ils vont aggraver l'hypertension pulmonaire. Donc c'est vraiment important par l'alimentation aussi de bien gérer ces facteurs de risque. Donc ces facteurs, ce sont le diabète, l'hypertension, le surpoids et les dyslipidémies, donc un taux de cholestérol ou d'autres graisses trop importantes dans le sang. Alors, la Société européenne de cardiologie a émis des recommandations donc, en 2021 pour la prévention des maladies cardiovasculaires, et donc pour gérer justement ces facteurs de risque. Et elle a émis dans ses recommandations des lignes directrices pour équilibrer au mieux l'alimentation. Alors, elles ont été publiées en anglais, je vous les ai traduites sur la dia suivante. En français, je vais vous les parcourir rapidement, mais je n'aurai pas le temps de vous les détailler. Par contre, si vous le souhaitez, on pourra je pourrai répondre à vos questions dans la discussion. Donc, tout d'abord, dans les lignes directrices, la Société européenne de cardiologie conseille d'opter pour une alimentation plus végétale et moins animale, donc de limiter la consommation, par exemple, de viande de volaille, et de trouver des alternatives végétales comme des légumineuses ou d'autres substituts végétaux. De limiter au maximum la consommation de mauvaises graisses, les acides gras saturés dits athérogènes, et de les remplacer par des graisses de bonne qualité, les graisses insaturées, mono et polyinsaturées, donc que ce soit caché dans les aliments, mais aussi sous forme de graisses ajoutées, donc privilégier des bonnes graisses de cuisson, d'assaisonnement ou pour le pain. D'éviter les acides gras trans industriels, donc les acides gras qui sont produits par l'industrie alimentaire lors de l'hydrogénation de certaines huiles. Et ces mauvais acides gras, on les retrouve dans les aliments ultra transformés. Donc, pour le sel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la limite de consommation est de 5 grammes par jour. Elle conseille aussi de limiter de consommer suffisamment de fibres, minimum 30 grammes par jour, et ça principalement via la consommation de produits céréaliers complets, mais également via une consommation suffisante de fruits et légumes, où là, le minimum recommandé est de 200 grammes de fruits et 200 grammes de légumes, donc ça représente plus ou moins 2 portions du volume d'une pomme ou d'un point.
Pour ce qui est de la viande rouge, elle limite la consommation à maximum 350 à 500 grammes par semaine et elle conseille principalement d'éviter la consommation de viande transformée. Donc, par viande transformée, on entend tout ce qui est viande dans laquelle on a ajouté des additifs ou des épices et du sel. Donc, ce sont les viandes fumées, séchées, les charcuteries principalement. Pour ce qui est de la consommation de poissons, la recommandation est d'en consommer 1 à 2 fois par semaine, en particulier les poissons gras qui sont des sources intéressantes d'oméga 3, les oméga 3 à longue chaîne. Et donc, comme poisson gras, par exemple, il y a les sardines, les filets de maquereau, le hareng, le saumon, le thon, la truite également. Les noix sont également des aliments très intéressants et qu'on recommande de consommer à raison de 30 grammes par jour, donc l'équivalent d'une petite poignée. Donc évidemment, les choisir non salés et sont des aliments sources de nutriments protecteurs très intéressants pour la prévention cardiovasculaire. Pour ce qui est de l'alcool, la recommandation est de limiter la consommation en dessous de 100 grammes par semaine. Donc, qu'est-ce que ça représente? 100 grammes par semaine, c'est 10 unités, parce qu'une unité, c'est 10 grammes d'alcool. Eh bien, qu'est-ce qu'une unité? C'est un verre de vin de plus ou moins 100 millilitres ou 250 millilitres de bière Pils, donc à 5%, ou encore 35 millilitres d'alcool sec, comme par exemple du whisky ou de la vodka. Voilà, donc pour ne pas dépasser ces 100 grammes d'alcool par semaine, il faut limiter maximum 2 unités d'alcool par jour, 5 jours semaine, et faire par exemple 2 jours d'abstinence. Dans certaines situations, l'alcool est totalement déconseillé, bien évidemment, dans des pathologies, certaines pathologies du foie, également du pancréas, ou dans l'insuffisance cardiaque lorsqu'elle est d'origine toxique liée à une consommation excessive d'alcool. Comme dernière recommandation dans les lignes directrices, c'est d'éviter les boissons sucrées telles que les sodas et les jus de fruits, même s'ils sont sans sucre ajouté, c'est une source importante de sucre. Alors, comme modèle alimentaire qui est le plus recommandé à présent et qui finalement répond à toutes ces recommandations de prévention cardiovasculaire, c'est le modèle méditerranéen. Il a d'ailleurs été élu comme modèle alimentaire numéro 1 parce qu'il a révélé en fait des effets bénéfiques en termes de développement des maladies chroniques non transmissibles et notamment les maladies cardiovasculaires. C'est un modèle alimentaire qui se base en fait sur les habitudes alimentaires des personnes qui habitaient le bassin méditerranéen dans les années 60 et qui avait comme caractéristique principale de consommer énormément de produits d'origine végétale, donc des fruits, des légumes, des noix, des graines, des légumineuses, également des herbes aromatiques et des épices. L'huile d'olive est présente comme principale source de graisse, donc c'est une source de graisse monoinsaturée, mais également d'antioxydants, de polyphénols. La consommation de poissons est également assez importante, 1 à 2 fois par semaine. Les produits laitiers sont consommés de façon modérée, principalement sous forme de laitage et de fromage. Le poulet et les œufs également sont consommés de manière modérée. Il y a une consommation très faible de viande rouge et une absence de consommation de viande transformée et de sucreries. Le vin est consommé de manière modérée et uniquement au cours des repas et l'eau représente la principale boisson de la journée. Et c'est aussi un modèle qui concilie plaisir et convivialité, donc qui permet vraiment d'adopter ces habitudes sur le long cours sans que ce soit contraignant et restrictif. Alors maintenant, je vais donc aborder le dernier chapitre, vous parler de la dénutrition. Donc comme définition, je vais vous présenter celle de l'ESPEN, la Société européenne de nutrition entérale et parentérale, qui définit la dénutrition liée à la maladie comme étant un état nutritionnel qui résulte d'un manque d'apport ou d'assimilation de nutriments, quel que soit le stade de la maladie, qui a pour conséquence une perte de poids, une perte de masse musculaire et une altération des fonctions physiques et mentales, ainsi qu'une altération du pronostic.
Donc la dénutrition, elle peut avoir plusieurs causes, elle est d'origine multifactorielle et dans le cas précis de l'hypertension pulmonaire, je vous ai repris ici les causes principales qui sont d'abord une diminution de l'appétit qui peut être secondaire à la restriction en sel mais également à la polymédication. Puis d'autres symptômes aussi qui peuvent entraîner la dénutrition comme la sensation de satiété précoce, d'être vite rempli, une distension abdominale qui peut être causée par la rétention d'eau, l'impression aussi de mal digérer, lourdeur d'estomac, des ballonnements, un état de fatigue et d'épuisement rapide où manger un repas est très éprouvant. Et puis il y a également des effets secondaires de certains traitements qui peuvent donner des nausées, des maux de tête, des diarrhées et donc entraver l'alimentation. Et puis aussi, il y a une augmentation des dépenses énergétiques, donc les dépenses énergétiques de l'organisme au repos, liées au processus inflammatoire de la maladie. Alors, la dénutrition, elle a pour conséquence d'augmenter le risque d'infection et donc d'altérer d'entraîner des problèmes liés à une diminution d'immunité, donc augmentation de l'infection, mais aussi diminution de la cicatrisation. Elle va entraîner de ce fait-là une augmentation de la médication. En cas d'hospitalisation, la durée du séjour hospitalier va être prolongée. Ça va de ce fait-là entraîner un coût des soins de santé plus important, diminuer le rétablissement, enfin augmenter la durée de rétablissement, altérer la qualité de vie et peut aussi entraîner une augmentation du taux de mortalité. Donc, comme message important que je veux vous faire passer aujourd'hui, et j'ai repris pour ça une affiche qui avait été élaborée par l'Union professionnelle des diététiciens de langue française en collaboration avec des experts dans le domaine de la dénutrition pour la semaine européenne de sensibilisation à la dénutrition. Donc, c'est que si vous ressentez, si vous remarquez que vous perdez du poids de manière involontaire, que vous avez une diminution de l'appétit, que vous mangez moins sans le vouloir, ou que vous ressentez moins de force ou vous observez une diminution de la masse musculaire, eh bien, il faut en parler autour de vous, au personnel qui s'occupe de vous, personnel soignant, donc à votre médecin ou à votre infirmier ressources, votre kinésithérapeute, pour qu'on puisse mettre en place une prise en charge, d'abord un dépistage précis et si la dénutrition s'avère présente, pour initier une prise en charge nutritionnelle afin de corriger cet état de dénutrition. Alors attention, une obésité ne va pas protéger d'une dénutrition. On peut être obèse et dénutri. Et donc si vous êtes en surpoids, que vous souhaitez perdre du poids, faites attention, faites-le de manière encadrée et surtout ne pas suivre un régime trop restrictif parce qu'il y a un risque important de perte de masse musculaire. Alors, au quotidien, qu'est-ce qu'on va mettre en place? C'est important tout d'abord de considérer le repas comme faisant partie intégrante du soin, au même titre que le traitement médicamenteux. Il faudra faire en sorte que l'environnement des repas soit propice à la prise alimentaire, donc essayer de trouver un moment plus convivial, prendre le repas en famille, éviter tant que possible la solitude, de maintenir aussi, si c'est possible, une activité physique régulière pour lutter contre la fonte musculaire. Et notre rôle en tant que diététicien, ce sera d'assurer un suivi et une aide nécessaire. Donc, par exemple, mettre en place par l'intermédiaire, par exemple, du service social, la livraison des courses ou des repas. Et évidemment, sensibiliser, motiver le patient pour la prise des repas. Alors, comme adaptation alimentaire que l'on va recommander, oh, je suis désolée, je vois que je ne vous ai pas mis la slide en même temps que je vous l'expliquais. Alors, comme adaptation alimentaire que l'on conseille et qu'on met en place en cas de dénutrition, c'est tout d'abord adapter les repas évidemment au goût et aux préférences alimentaires, de répartir les repas, de les fractionner
pour avoir des repas de plus petit volume, soit plus faciles à prendre, surtout en cas d'essoufflement et de fatigue. Donc, trois petits repas principaux et 2 à 3 collations. Et notamment une collation prise le soir, juste avant le coucher, pour éviter des longues périodes de jeûne où le corps risque d'aller puiser dans ses réserves qui sont entre autres la masse musculaire. Alors, ce sera important aussi d'adapter la texture des repas pour faciliter la prise alimentaire. Donc, en cas de douleur, par exemple, dans la mâchoire ou de problèmes de dentition ou encore de problèmes de déglutition. Donc, on peut rendre la texture plus tendre ou écrasée ou bien mixée ou encore même avoir recours à des textures liquides. Et puis, si tout cela n'est pas suffisant, il faut enrichir l'alimentation. Donc, on peut faire des enrichissements naturels, par exemple, en ajoutant des œufs, en ajoutant de l'huile, du fromage râpé, par exemple, dans le potage, en concassant des noix, en ajoutant des noix dans certaines préparations, de la crème fraîche ou encore privilégier des aliments qui sont naturellement plus riches, plus gras, comme des produits laitiers, des yaourts ou du lait, par exemple, les prendre entiers plutôt que maigres ou demi-écrémés. Alors, si toutes ces adaptations ne sont pas suffisantes, et parfois aussi par facilité, on peut conseiller des compléments alimentaires qu'on appelle des suppléments nutritionnels oraux. Ce sont des suppléments prêts à l'emploi qu'on peut trouver en pharmacie et parapharmacie. Ils sont présents en vente libre, mais il en existe sous différentes formes. Donc, c'est important de savoir lesquels sont à privilégier. Donc, il y a des compléments sous forme de type lacté, sous forme de jus de fruits concentré, de crème ou encore de compote. L'idée, c'est de les consommer en plus des repas et donc de les prendre de manière fractionnée si nécessaire, mais à distance des repas et certainement pas remplacer un repas par ces compléments. Et alors, ce qui est important aussi, c'est d'opter pour des plus concentrés, donc plus concentrés en calories et en protéines. Voilà, j'arrive à la fin de ce webinaire. Donc, en conclusion, je vous ai repris un résumé des recommandations pour la prise en charge de l'hypertension pulmonaire. Donc, c'est tout d'abord de ne pas dépasser la consommation de sel, donc de 5 grammes par jour, d'éviter un apport hydrique excessif, donc selon les recommandations du médecin, donc entre 1 et 2 litres par jour, surveiller, prévenir ou corriger un état de dénutrition, prévenir ou corriger les facteurs de risque cardiovasculaire par une alimentation équilibrée de type méditerranéenne et éviter bien évidemment le tabagisme et une consommation excessive d'alcool. J'insiste aussi sur la pluridisciplinarité et la communication entre les différents soignants et le patient, qui est finalement l'acteur central. Donc, c'est vraiment un point essentiel à la qualité de prise en charge. Donc, en tant que soignant, il faut référer le patient à un diététicien en cas de doute sur le suivi des recommandations pour l'adaptation de l'alimentation ou en cas de risque de dénutrition, donc suivant les critères que je vous ai présentés. Et en tant que patient, surtout demander une consultation chez un diététicien en cas de difficulté de mise en pratique de ces recommandations ou simplement en cas de questions concernant votre alimentation ou si vous estimez aussi qu'il y a un risque de dénutrition. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis désolée pour le délai, ces petits bugs de DIA. Voilà, maintenant je vous écoute pour vos questions, discussions. Super, merci beaucoup en tout cas, Marie-Ève, pour tous les conseils très intéressants. J'ai vu que dans le chat, il y a jusque maintenant 2 questions et la première question, c'était qu'en est-il de l'eau gazeuse que vous fabriquez vous-même à partir de l'eau du réseau? S'agit-il d'une bonne alternative? Oui, oui, tout à fait. L'eau gazeuse, je pense qu'on pense à la soda stream, c'est ça? C'est cette Oui, technique-là? j'imagine. Oui. Oui, donc soda stream, il n'y a pas de souci, ça n'enrichit pas du tout. C'est du gaz carbonique qui n'est pas du tout riche en sodium. L'eau de consommation, l'eau du robinet, elle est pauvre en sodium, et donc il y a pas de souci. D'accord. Je vois également que Luc, il a levé sa main. Donc, Luc, vas-y. Oui, bonjour. Merci pour cette Bonjour. présentation. Mais moi, je me pose quand même la question, je suis pas patient, hein. Je suis en bonne Oui, santé, en tout cas jusqu'ici.
Et quand je vois tout ce que vous préconisez, surtout pour côté sel, ben, les gens sont pas au courant en fait. C'est quand même d'utilité publique. Où est-ce qu'on est avec la prévention en Belgique? Ça devrait être connu par tout le monde pratiquement. Oui, tout à fait. Il y a des campagnes de sensibilisation et notamment le plan national nutrition et santé qui a fait diminuer la quantité de sel caché dans certaines denrées alimentaires. Donc ça a pu permettre une diminution un peu de la consommation de sel moyenne, mais ça reste bien au-delà des recommandations, ça c'est sûr. Et c'est vrai que je suis d'accord avec vous, on doit encore faire plus passer des messages pour que les gens bannissent par exemple la salière et fassent des efforts oui, plus importants. OK, Oui, tout à fait. merci. Je Je vous en vois prie. qu'également Ronnie, qu'il a levé sa main. Donc, Ronnie, vas-y. Oui, voilà, moi je me posais la question du sel dans la cuisson des pommes de terre, des pâtes. Oui. Qu'est-ce qu'il en est exactement, si ils sont pris en considération, il y a quel niveau? Mhm. Oui, tout à fait. Le sel qu'on ajoute dans l'eau de cuisson est à prendre en considération parce que ce sel, il va rentrer dans l'aliment. Donc, il va enrichir votre pomme de terre en sel. Et donc, c'est aussi à éviter, ou en tout cas à limiter fortement. L'idéal, c'est vraiment de cuire vos aliments sans sel du tout. Mais les pommes de terre, elles seront nettement meilleures si vous les cuisez à la vapeur ou au micro-ondes, ou vous pouvez les cuire à l'eau et puis les faire revenir, par exemple, à la poêle avec un filet d'huile d'olive, des herbes de Provence, ou essayer de trouver d'autres manières d'assaisonner vos féculents sans mettre de sel aussi dans l'eau de cuisson. Oui. Mhm. Oui. Et pour les pâtes et le riz, si vous n'arrivez pas à les apprécier sans sel, vous pouvez par exemple avoir recours à ces cubes bouillons que je vous ai montré en exemple, qui sont tout à fait sans sel. Vous pouvez ajouter ça dans votre eau de cuisson, ça donnera un petit peu de saveur. Ou encore mieux, des herbes aromatiques, un bouquet garni par exemple que vous mettez dans votre casserole. Donc une feuille de laurier, un bouquet de thym ou de romarin, ça va aussi parfumer votre eau de cuisson et donc votre aliment. Mhm. Une autre question dans le chat, c'était un mode de vie végétarien ou végétalien est-il compatible avec l'hypertension artérielle pulmonaire et est-il nécessaire d'utiliser des suppléments alimentaires dans ce cas? Mhm. Oui, alors le régime végétarien, il est d'ailleurs fortement recommandé aussi. Donc c'est vrai que j'ai parlé du régime méditerranéen, mais c'est aussi un autre modèle alimentaire qui est fortement qui est bien mis en avant pour la prévention des maladies cardiovasculaires et également dans le cadre de l'hypertension pulmonaire, pour autant qu'il soit bien équilibré, donc que les apports en protéines soient suffisants. C'est toujours ça le danger. Et le régime végétalien, lui, comme il exclut vraiment tous les aliments issus du règne animal et notamment les œufs, le poisson et les fromages, enfin tout ce qui est produits laitiers, eh bien là, il y a quand même des risques de carence plus importants. Donc là, c'est très important d'avoir un suivi nutritionnel dans ce cas-là pour être sûr, parce qu'effectivement, il y a des risques de carence, notamment de vitamine B12, de fer et d'autres nutriments. Donc oui, ça nécessite un suivi. Le régime végétarien, il y a beaucoup moins de risques de carence. D'accord. Je vois que Luc voudrait ajouter quelque chose. Luc, vas-y. Oui, Oui, le pamplemousse, vous n'avez pas parlé du fameux pamplemousse qui souvent intervient dans l'efficacité des médicaments. tout à fait. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Tout à fait, vous faites bien de le souligner. Oui, donc c'est un aliment qui contient une molécule qui peut augmenter ou diminuer l'effet de certains médicaments. Et donc, on conseille d'éviter la consommation de pamplemousse, en tous les cas, à proximité de la prise de médicaments. Et c'est surtout le jus de pamplemousse qui est très concentré en cette molécule. Et donc, si vous aimez le pamplemousse, ben, mangez plutôt un demi-pamplemousse, mais que vous prendrez à distance. Donc, par exemple, si les médicaments sont pris le matin, vous pouvez manger un demi-pamplemousse l'après-midi, en dessert, en collation. Là, il n'y aura pas de risque d'interaction. Ok. Et les boissons riches en caféine, donc le café, boissons énergétiques, c'est peut-être pas idéal. Mhm, Gazeuse, mhm. vous avez parlé, le cola, oui, ça c'est très mauvais. Mais Oui, nous, on avait remplacé le café par de la ricorée ou du pacha. ok. C'est Oui, mieux? ben,
Le café n'est pas forcément contre-indiqué pour autant qu'il ne soit pas consommé en trop grande quantité et on considère qu'une consommation jusqu'à 4 tasses de café par jour, c'est OK. Maintenant, d'un café à l'autre, la teneur en caféine peut être fort variable, donc c'est mieux d'utiliser du café arabica que robusta, qui est quand même nettement moins riche en caféine. Et ce qu'il faut surtout éviter, c'est le café turc ou le café bouilli où là, le marc de café reste en contact avec l'eau de ce fait-là, la caféine diffuse dans le café et sera nettement plus importante. Ah oui. Et une dernière encore concernant le potassium et les choux aussi, hein. Ici, Oui, je pense à l'INR. oui, tout à fait. Alors j'avais justement préparé une petite dia au cas où on me posait des questions sur ça. C'est bien que vous... Merci pour votre question. Je vais vous l'afficher ici. Vous la voyez? Non. Non, pas encore. Ah, ok. Alors, je regarde si ça fonctionne. Voilà. Ça revient. Là, vous la voyez? Voilà, oui, Oui. parfait. Voilà. Donc, du coup, c'est voilà, les aliments riches en vitamine K qui peuvent perturber l'équilibre des antivitamines K, donc comme par exemple le Cintron, un anticoagulant. Alors, il y a certains aliments très riches en vitamine K qu'on va quand même conseiller de limiter. C'est le brocoli, les asperges, les épinards, le chou-fleur, le chou de Bruxelles. Donc, pour citer vraiment les plus riches en vitamine K, l'huile de soja aussi est assez riche. Et donc, ces aliments, ils peuvent diminuer l'effet des antivitamines K, mais ils ne sont pas pour autant interdits. Donc, ils doivent être répartis et consommés de manière régulière et sans excès dans l'alimentation. C'est surtout en fait des variations importantes d'apport en Ah, vitamine K qui auront des effets sur l'équilibre du centron, ou d'autres antivitamines K. Et donc, il ne faut pas interdire des aliments, mais voilà, connaître quand même quels sont les aliments les plus riches en vitamine K et du coup en limiter la consommation, la fréquence de consommation. Il faut savoir aussi que le jeûne va avoir pour effet d'augmenter l'effet des anticoagulants et en cas d'intoxication aiguë à l'alcool, l'effet des anticoagulants sera augmenté. Par contre, une consommation chronique va diminuer l'effet des anticoagulants. Donc voilà, c'est vraiment essayer de manger le plus équilibré possible, éviter des variations importantes et voilà. Et on peut parfois observer des perturbations de l'INR en cas d'hospitalisation lorsque le patient est à jeun pendant pour plusieurs repas ou plusieurs jours parce que voilà, comme le jeûne perturbe, ça peut entraîner ces modifications. Dans oui, le chat, merci. dans le chat, il y avait également une question qui était liée, mais je pense qu'elle a déjà été répondue. Donc, c'est quels sont les aliments qui peuvent influencer la Ok. coagulation du sang? Ah oui, quels sont les aliments? Oui, voilà, je la vois. Oui, oui, Ouais, oui. Voilà. Ouais. je ne vois pas qu'il y a d'autres questions en ce moment. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont encore des questions en ce moment. Euh, J'en ai encore une. Oui, Oui, vas-y. Non, les fameux suppléments d'alimentation. Euh, Enfin, moi, j'ai dit ce que j'ai entendu, hein. Il faut quand même oui, faire attention avec ça parce que là aussi, on peut avoir des effets contraires dans toute la chimie des médicaments qu'on prend. Et il faut quand même faire attention que ça reste avoir un effet positif et qu'il n'y a pas des contre-effets et des contre-indications entre les médicaments qu'on prend. On évite à 15-16 médicaments, hein. oui. Oui, vous parlez des suppléments nutritionnels oraux, Oui, 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 hypercaloriques, oui, Euro, oui. hyperprotéinés. Oui. Ok, vous avez déjà eu le cas de, de- d'incompatibilité ou en tout cas de, Non, non, pas spécialement, mais bon, ma femme n'en a de- pas pris beaucoup non plus d'ailleurs, hein. Mais Pardon? ma femme n'en a pas pris beaucoup, mais elle a toujours dit de faire attention que ça soit compatible en tout cas.
Oui, a priori, il n'y a pas de risque parce que finalement, c'est un peu comme des aliments, c'est juste des, des- des aliments prêts à l'emploi, riches en calories, en protéines. Il n'y a pas de molécules normalement qui interagissent avec les médicaments, mais enfin, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de problème d'interaction. Ok, merci. Après, on peut les prendre aussi à distance si nécessaire. Ok, super. Je vais juste regarder Je s'il vois y qu'il y a... a encore une question. Oui, regardez dans le chat, voilà. Donc, quelles sont les herbes à éviter en cas de pH? En cas de, De la pH, pulmonaire, vous pouvez l'hypertension préciser, en pulmonaire. cas de pH. Oui, en cas de hypertension pulmonaire. Donc, pour les Ah, patients, pardon, ok, désolée, pardon. est-ce qu'il y a Je ne sais des pas herbes à éviter en ce la cas-là? faute du vraiment. Oui, c'est en Euh, néerlandais. Il n'y a pas d'herbes à éviter. En fait, toutes les herbes, vous parlez des herbes aromatiques, j'imagine, toutes les herbes aromatiques peuvent être utilisées, que ce soit lors de la préparation des repas ou même des herbes lyophilisées que vous pouvez ajouter à table. Il n'y a pas de contre-indication pour autant que ce ne soit pas des herbes qui contiennent du sel. Il y a parfois certains mélanges qui sont des herbes séchées, des mélanges d'épices avec du sel, mais en dehors de ça, il n'y a vraiment aucune contre-indication. D'accord. Mhm. OK. Je ne vois plus de questions en ce moment-là. Je pense que, comme vous l'avez dit déjà, comme conseil, que c'est toujours intéressant et conseillé de prendre un rendez-vous avec un diététicien chez votre hôpital où vous Mhm. êtes suivi parce qu'on peut toujours utiliser ou avoir un aperçu personnalisé, bien sûr, de ce qui est le plus approprié dans votre situation spécifique, j'imagine. Alors, pour Mhm. terminer, je tiens à vous remercier, Marie-Yves, pour votre présence et surtout pour Avec avoir pris le temps de participer à ce webinaire fort intéressant. Et pour tous les plaisir. participants, à la prochaine. Donc, la prochaine fois, le troisième webinaire, ce sera le 22 mai. Et pour ce soir, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.